Je voudrais très spécialement vous remercier Amitié Politique et l'Association des économistes catholiques de prendre toujours de s'engager dans cet effort difficile de réfléchir le fait politique, le fait économique, le fait social. Car un peu trop aisément, l'homme, enfin nous sommes tentés, nos sociétés, l'homme contemporain, enfin peu importe, peut être tenté de prendre toutes ces réalités comme des fatalités, comme voilà, des réalités qui existent et à laquelle on ne peut pas échapper, et qui finalement ne méritent pas ou ne supposent pas tellement de réflexion. On peut réfléchir comment les aménager, on peut réfléchir comment les organiser au mieux, on peut réfléchir à la façon d'en corriger les excès ou d'en maximiser les utilités et les efficacités. Mais finalement, on pourrait se dire, tout cela, c'est comme ça, nous sommes dans le monde tel qu'il est, nous vivons dans une société, il faut bien qu'il y ait une vie politique, une vie sociale. Et après tout, on est bien obligé de la prendre comme elle est. Il me semble que, même si, ou précisément peut-être parce que les grandes idéologies qui sont nées à la fin du XIXe siècle et qui se sont développées au XXe siècle ont fait la preuve se sont essoufflées, il n'en reste pas moins vrai que toutes ces réalités méritent d'être réfléchies, analysées, et que peut-être le champ est un peu plus libre aujourd'hui, en tout cas on peut l'espérer, pour une réflexion qui soit peut-être, je l'espère, nourrie davantage éclairée par une réflexion chrétienne. Finalement, ayant passé le seuil des bouleversements et des transformations apportées par la Révolution française et tout ce qui l'entoure et tout ce qui a pu suivre, après avoir donc dépassé le choc des résistances, des nostalgies et de la lutte contre ces grandes idéologies, il me semble que plus que jamais, il est nécessaire de réfléchir à la vie sociale, la vie économique et la vie politique dans toute en essayant d'aller à leur fondement, à la fois anthropologique, peut-être métaphysique, d'oser aller le plus loin possible dans cette réflexion, de façon à ce que ces domaines de la vie humaine ne soient pas simplement de l'ordre de la fatalité, mais de l'ordre de l'engagement de la liberté personnelle, d'une liberté nourrie, éclairée par la raison, non pas d'une liberté de caprice, mais d'une liberté qui est capable de s'affronter à la réalité, à la vérité, je vais essayer d'en dire un mot, et donc de déterminer des choix éventuellement courageux. Il me semble que le fondement de notre réflexion, en tout cas de ce que l'Église peut apporter comme lumière, c'est tout simplement l'idée que chaque être humain a à devenir quelqu'un. Que précisément nous ne naissons pas simplement, ou nous ne sommes pas simplement le produit de toutes sortes de contraintes et de conditionnements, mais que chacun a à accomplir ce que l'on peut appeler une vocation personnelle. Tout être humain, qu'il soit le plus doué ou le moins doué, qu'il soit doté de beaucoup d'avantages sociaux ou de très peu. Voilà, notre conviction chrétienne, c'est que tout être humain est appelé par Dieu, tout être humain est regardé par Dieu comme un être unique et qui mérite de vivre, et même de vivre pour toujours, et que chacun a, à partir de ce qu'il est ou de ce qu'il a reçu en naissant, en grandissant, à devenir vraiment celui ou celle qu'il est. Et c'est un travail de toute la vie, travail qui s'exerce aussi et très largement à travers, non pas simplement ce que l'on subit de la vie économique, sociale et politique, mais de ce que l'on déploie, de ce que l'on engage, chacun à sa mesure, dans ces différents domaines de la vie. On peut le dire en d'autres termes, nous avons tous à devenir des personnes, ou la personne que nous sommes, des êtres personnels, chacun dans sa singularité, mais en communion avec tous les autres. Car c'est le corollaire nécessaire et heureux de
manière de regarder l'être humain. Si chacun a à devenir celui ou celle qu'il est ou qu'elle est réellement, et que c'est un travail de toute la vie, cela veut dire, et si chacun mérite que ce travail puisse se déployer, cela veut dire que tous les autres doivent pouvoir, au moins en principe, contribuer à cet avènement de chacun. Tous les autres doivent œuvrer de telle façon que l'avènement de chacun soit possible. Et donc notre manière de mettre en œuvre la dimension sociale, économique et politique de nos vies humaines doit être au service de cet avènement de la personne de chacun. Par conséquent, avec l'exigence qu'aucun ne soit simplement réduit ou ramené au rang des damnés de l'histoire, dont on ne s'occupe pas ou dont on ne s'occuperait pas, passant par les pertes et les profits d'un mécanisme qui doit bien avancer et qui, malheureusement, dirait-on à ce moment-là, ne peut pas embarquer tout le monde. Donc exprimé ainsi, il me semble que, de manière assez simple, nous voyons le défi qui est lancé à la réflexion, à l'analyse, à l'évaluation de nos systèmes économiques, sociaux, politiques, et à la recherche donc de voies meilleures ou de voies nouvelles ou renouvelées pour que chacun de ces champs réponde davantage à l'exigence que notre compréhension du dessein de Dieu fait peser sur lui ou sur elle. On voit aussi d'ailleurs qu'on peut réfléchir ainsi sans nécessairement recourir à la foi dans le Dieu créateur qui est rédempteur. On voit la lumière que cela apporte, la force que cela donne à cette perception de la destinée, de la liberté spirituelle, la dignité spirituelle de chacun. Mais on voit bien aussi qu'il y a là sans doute une possibilité de réfléchir avec des gens qui ne partagent pas nécessairement tous les tenants et aboutissants de notre foi. D'autre part, je voudrais saluer le nom que vous avez choisi pour votre fonds de recherche, Amitié politique. Au mois de novembre, pendant la conférence des évêques, enfin l'assemblée plénière des évêques plutôt, que nous avons tenue en novembre, M. Philippe Portier, le sociologue des religions bien connu, était venu nous parler aux évêques un petit peu de l'état de la société française aujourd'hui, telle qu'il la comprenait. Et donc il nous a décrit un certain nombre de phénomènes de plus ou moins longue durée qui expliquent la situation de notre pays aujourd'hui. Un des points intéressants, c'est qu'il situait à peu près autour de l'année 1965, évidemment ça ne veut pas être à une année près, une sorte de transformation profonde dans la réalité sociale et culturelle, ou culturelle et sociale, qu'on pourrait dire l'avènement ou plutôt le déblocage, si l'on pourrait dire, de l'individualisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, car il y a plusieurs formes d'individualisme, je crois. Pour ma part, j'ai compris et j'exprime de cette manière cette rupture qui s'est produite en 1965, une manière peut-être un peu simple, mais que je crois quand même éclairante. Il me semble qu'on peut dire qu'à peu près jusque dans les années 60, depuis que l'homme est homme, 90%, disons, de ce que les hommes ont fait, ils l'ont fait par devoir d'abord. Et je dirais entre parenthèses, un peu pour rire, mais je crois quand même que c'est vrai que même lorsque Louis XIV organise des fêtes somptueuses à Versailles, il ne fait que son devoir de roi dans son esprit. Il aime la fête, il aime danser, il aime manger de bonnes choses et boire des vins fins, mais il est le roi, il se doit d'être comme cela. À partir des années 60, ce qui apparaît, c'est que ce qui va déterminer nos existences, c'est la recherche, alors on peut dire, de l'épanouissement personnel ou du plaisir, en prenant plaisir dans tous les sens possibles, y compris le meilleur. Mais ça, il me semble que c'est un immense changement. Et de ce point de vue-là, en tout cas, c'est comme cela que j'ai entendu cette proposition de M. Portier. Mais ce qui est intéressant, c'est que Philippe Portier, décrivant donc les conséquences de cette transformation et le changement qu'elle a apporté dans la perception que nous avons de la vie politique et de la vie sociale d'un pays comme le nôtre, soulignait que l'on voyait apparaître aujourd'hui
En même temps que tous les effets pervers, disons, d'un individualisme sans doute exacerbé, la recherche par chacun de ses droits, etc., etc., on voyait poindre, ou à la fois se maintenir et grandir, le désir de ce qu'il appelait, lui, une amitié civique. Donc, dans un pays comme le nôtre, vous voyez les sondages que l'on peut faire, les enquêtes d'opinion, les différents instruments que les sociologues utilisent pour prendre le pouls de l'état d'une société donnée, fait apparaître, donc encore aujourd'hui, ou de nouveau aujourd'hui, au milieu de la méfiance à l'égard du politique et de beaucoup de réticence à l'égard de la réalité économique, un désir d'amitié civique qui est sans doute une flamme sur laquelle il nous encourageait à souffler un petit peu pour qu'elle prenne un peu plus de corps et qu'elle puisse contribuer à un renouvellement de la société. Donc je trouve tout à fait intéressant, ayant entendu cela, que vous ayez choisi comme concept éclairant non plus la liberté, mais l'amitié, qui est, comme vous le savez, un concept clé de l'analyse que fait Aristote des relations entre les hommes. Et justement, l'amitié, c'est la perfection, en quelque sorte, de la relation entre les êtres humains. Donc elle suppose un échange, elle suppose une relation réciproque, pas nécessairement égale, mais une relation réciproque. Et ce n'est pas rien que d'essayer de penser la réalité politique à partir de la notion d'amitié, quand si souvent la réalité politique est vécue sous l'angle sous l'aspect du pouvoir, de la domination, de l'autorité dans le meilleur des cas, de la concession éventuelle de droits, mais aussi de la privation de droits. Et beaucoup de peuples, évidemment, vivent comme cela. Ou bien lorsque la réalité sociale et politique est surtout comprise comme la revendication par chacun de ses droits ou la défense de ses intérêts et des privilèges qu'il peut essayer de sauver ou d'étendre selon sa position. Il est clair que la notion d'amitié nous place dans un tout autre contexte et dans une toute autre manière de regarder les choses. Or, l'engagement dans la réalité, l'engagement de chacun dans sa vie, dans sa responsabilité, dépend beaucoup du regard que l'on porte sur les choses. Alors, de même que la sagesse populaire dit que l'on peut regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, ou le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, de manière plus profonde, il y a quand même différentes manières de regarder les choses, et l'instrument d'analyse et d'observation que l'on utilise change quand même considérablement ce qu'on va apercevoir du réel et la façon dont on va comprendre celui-ci. Donc chercher dans le réel ce qui est de l'ordre de l'amitié, croire que l'amitié n'est pas simplement une chance qui arrive quelquefois à quelques-uns, mais qui reste de l'ordre d'une sorte de superflu et de l'ordre d'une qualité un peu exceptionnelle des relations, mais que l'amitié puisse vraiment être pensée et recherchée comme le ciment, le fondement des relations sociales, et par conséquent peut-être politiques, eh bien c'est évidemment regarder tout à fait autrement et s'offrir les moyens peut-être de découvrir des choses inaperçues ou pas complètement aperçues, pas complètement vues. Voilà, dans cette perspective, vous avez choisi comme thème pour aujourd'hui, pour ce premier colloque, économie et lien social, ce qui évidemment est bien dans la ligne de cette réflexion sur l'amitié, parce que c'est une grande question, et une question qui se renouvelle à chaque génération, mais qui se pose à nous aujourd'hui. Donc celle de savoir comment tient une société, qu'est-ce qui fait le lien social aujourd'hui, alors que, encore une fois, que chacun peut s'ériger plus que jamais, en tout cas peut se rêver comme un sujet tout à fait autonome. Vous savez, du point de vue de l'élaboration de la doctrine sociale de l'Église, celle-ci s'est constituée à partir de Léon XIII en 1892 avec l'encyclique Rerum Novarum,
dans un rapport, disons, critique avec une conception libérale de l'État qui s'était imposée notamment en France à partir de la Révolution française. Donc, le risque de cette conception libérale de l'État étant que finalement, il n'y a rien entre l'État et le citoyen tout seul, le citoyen isolé. C'est une chose frappante quand on regarde la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que de constater qu'entre la loi, qui est censée dire l'intérêt général, et le citoyen, il n'y a aucune espèce de médiation. Ce qui suppose, sans le dire, sans que ce soit dit, que le citoyen est compris comme sachant lire et écrire, ce qui à l'époque n'était pas donné à tout le monde, dans un pays comme le nôtre. Par conséquent, cette conception-là laissait de côté quand même de son regard une partie de la population concrète de la France. Et d'autre part, on se rend compte qu'il n'y a il n'y a aucune instance pour le citoyen, aucune instance n'est reconnue ou admise qui lui permette de s'approprier la loi. La loi dit l'intérêt général, et le citoyen, il ne peut être que soumis à cet intérêt général. Dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est que ce qui a défendu le citoyen, qui lui permet d'avoir une certaine consistance face à l'État, c'était le fait d'être propriétaire. Donc d'avoir un minimum d'assises, un minimum qui pour certains était quand même largement plus qu'un minimum, mais une assise terrienne, qui assurait à ce citoyen un peu de force, et un peu de stabilité face au pouvoir ou à l'autorité absolue, sans lien, de la loi censée exprimer l'intérêt général. Mais évidemment, une telle conception des choses pose tout le problème des gens qui n'ont pas de propriété, où la propriété est trop faible, trop limitée, trop réduite pour la propriété privée, pour représenter un vrai point d'appui pour leur liberté. Même si ça a été à travers beaucoup de résistance et de nostalgie, il me semble que l'Église a joué un rôle tout à fait nécessaire et peut continuer à le jouer en comprenant de mieux en mieux, à travers les décennies qui se sont passées au long du XIXe et du XXe siècle, que dans un État, le citoyen, dans la réalité politique, le citoyen n'est pas comme un simple sujet face à la loi censée exprimer l'intérêt général, mais que le citoyen a une conscience, il a une instance d'appropriation qui permet à sa liberté de recevoir la loi, de l'évaluer et de décider de l'obéissance à la loi. Non pas nécessairement de la désobéissance à la loi, encore que dans certains cas, il faille pouvoir le faire, mais il faut souhaiter que ces cas soient rares. Le but n'est pas d'étendre au maximum ces cas, mais le citoyen doit être pensé comme existant face à l'État, non pas simplement, encore une fois, parce qu'il a de la propriété terrienne, mais parce qu'il est doté d'une liberté capable de conscience, capable d'évaluation, de jugement moral. Et par conséquent, le citoyen est quelqu'un qui est capable de contribuer positivement, non seulement à l'élaboration de la loi, mais aussi au lien, à la vie, à la réalité, au tissage, disons, de la réalité sociale. Parallèlement à cette conception de la société politique, le développement considérable de l'économie tout au long du XIXe et du XXe siècle, c'est quand même beaucoup vécu, ou a été beaucoup vécu quand même, comme la transformation de chaque être humain en un producteur et un consommateur, chacun étant parcellisé, isolé les uns des autres. Et encore aujourd'hui, une grande partie de nos mécanismes économiques suppose que chaque consommateur soit peut-être un individu rationnel, si l'on veut, mais qui n'est mu que par son propre intérêt plus ou moins immédiat,
que l'on suppose rationnel, mais rationnel au sens où ce qui va pouvoir mesurer l'intérêt des prix qui lui sont présentés, du coût, de l'utilité de tel ou tel objet de consommation. Grâce à Dieu, on sait quand même que l'homme ne se réduit pas et ne peut pas être réduit à être simplement un consommateur, pas plus qu'il ne peut être réduit à être simplement tout cru, tout nu, un producteur, je veux dire une fonction de production. Le livre de Jean Tirole sur l'économie du bien commun montre justement assez bien comment la réflexion économique, même partant au point de départ de du consommateur supposé rationnel dans un sens assez étroit, finalement a été obligé ou est obligé de tenir compte des solidarités, des conceptions globales que chacun, des représentations symboliques, etc., que chacun peut porter et doit porter. Finalement, il est capital que la réflexion sur le social, l'économique ou le politique tiennent en compte ou prennent en charge la réalité des choses, mais aussi la vérité de l'homme. La vérité de l'homme, ce n'est pas uniquement la réalité, ça renvoie à ce que j'essayais de dire en commençant, c'est-à-dire le fait que tout homme a à devenir une personne, quelqu'un qui a une vocation singulière, qui doit se vivre dans un rapport de communion, si possible, avec ceux qui l'entourent. Toute réflexion économique, sociale ou politique qui s'abstrait de cela, eh bien, manque quelque chose de son objet. Il me semble en tout cas que c'est ainsi que la doctrine sociale de l'Église s'est enrichie et en particulier aboutit à la belle encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate, justement qui insiste beaucoup sur ce rapport de la charité, qui pour le pape est un concept très englobant, avec la vérité. La vérité n'est pas simplement qu'il y aurait des principes à prendre par cœur et à appliquer comme ça mécaniquement, mais la vérité étant la vérité de ce que l'homme a à devenir, en se dégageant en quelque sorte de lui-même. Et c'est vrai de chacun, mais c'est vrai par conséquent aussi, ceci est clair, comme j'essayais de l'indiquer, ceci est clair, l'ensemble de la réalité économique et sociale. Je voudrais ajouter un mot sur la question de l'entreprise, puisque ça va faire l'objet de la première table ronde, et je me réjouis beaucoup de cette réflexion, et je suis curieux d'entendre ce qui va être dit sur entreprise et lien social. Voilà, on se rend compte que, je crois que vous savez ça mieux que moi, définir juridiquement une entreprise, ce n'est pas si simple. Tout le monde voit bien ce qu'est une entreprise. Cela dit, il existe des entreprises extrêmement variées par la taille, certainement, par le mode d'organisation, par le mode de propriété, par le type d'activité qu'elles exercent. Certainement, parmi les transformations les plus notables du cadre de vie des hommes depuis la fin du XVIIIe siècle, l'émergence de l'entreprise et des entreprises en est une. On n'est plus à l'époque de l'artisanat, même d'un artisanat très développé comme on a pu le faire dans certaines manufactures. On voit bien qu'on est devant des réalités d'un tout autre ordre. Il arrive parfois que l'on classe et que la doctrine sociale de l'Église est considérée, des entreprises, comme un corps intermédiaire. Mais cette notion est peut-être intéressante, mais elle mérite d'être quand même un petit peu évaluée quand certaines entreprises sont transnationales, ont des budgets supérieurs à celui de beaucoup d'États, ont une influence sur la vie des gens qui dépasse de beaucoup, pratiquement, en tout cas qui dépasse de beaucoup, peut-être pas, celle des États, mais en tout cas qui s'exerce sur beaucoup d'individus et conditionne ou marque profondément les possibilités de vie et d'action de beaucoup d'êtres humains. Donc comment est-ce que l'entreprise se situe entre l'individu, qui doit devenir une personne, entre l'État et les États? Évidemment,
Beaucoup dépend de la taille de celle-ci, mais on voit bien qu'il y a des changements d'échelle qui sont quand même aussi des changements peut-être de nature. En tout cas, cela mérite d'être réfléchi. En tout cas, quelle responsabilité l'entreprise peut-elle exercer ? De soi, une entreprise est censée être une coalition, disons, de compétences pour produire et vendre et diffuser un produit. Donc elle a une fin limitée, une finalité relativement limitée, peut-être contrairement à l'État qui est censé définir le cadre de vie général dans lequel vont se déployer la vie des citoyens. Mais voilà, on voit bien qu'il y a des entreprises dont l'objet est certes limité, mais a beaucoup d'impact sur la manière de vivre des uns et des autres. Comment est-ce qu'une entreprise intègre cette responsabilité sociale ? Comment est-ce qu'elle peut la penser ? Comment est-ce que les membres, tous ceux qui participent à cette coalition de compétences, comment est-ce qu'ils peuvent l'assumer, se l'approprier ? Comment est-ce qu'on va la mesurer ? Vous voyez bien que le profit ne peut pas être la seule mesure de ce que représente une entreprise. Elle est peut-être utile. Cette mesure peut être utile et nécessaire, suffisante pour mesurer l'efficacité de la production et du système de diffusion, mais elle ne mesure pas tous les effets qu'une entreprise peut produire. Et il me semble aussi que nous comprenons peut-être mieux que l'ensemble des participants de ces vastes ensembles que sont les entreprises, ou que peuvent être les entreprises, doit ou devrait ou pourrait ou aurait à gagner à n'être pas simplement un rouage exécutif, mais à exercer sa responsabilité personnelle à son échelle dans le fonctionnement de l'entreprise, et donc aussi quand même de manière coordonnée dans la détermination de ses fins et de son objet. L'Évangile nous fournit peut-être un moyen de réflexion avec l'image que Jésus aime bien employer de la fécondité ou de la fructification, des fruits que l'on porte. Parce que finalement, lorsque l'on produit, lorsqu'on est un ingénieur qui dirige une usine, en fonction de la quantité de tôle que l'on met à l'entrée de la chaîne de production, on sait combien de voitures on fera sortir. Il n'en sortira pas plus qu'il ne peut en sortir. Voilà. Alors que lorsqu'on plante des graines, même si mon image date peut-être parce que l'agriculture elle-même est devenue extrêmement technicisée, enfin malgré tout, lorsque l'on plante une graine, on ne sait pas combien de fruits portera l'arbre. Il y a une générosité, un déploiement, quelquefois au contraire un manque considérable. Il me semble que cette image peut peut-être aider à comprendre ce qu'est notre action à tous, mais aussi ce qu'est l'action de l'entreprise. Il y a l'efficacité dans l'ordre de la production, de la vente, de la diffusion, mais il y a aussi la fécondité, la fructification, c'est-à-dire toutes sortes d'effets induits qui entourent cet acte-là et qui peuvent être positives ou négatives et qui doivent contribuer ou doivent pouvoir contribuer à l'évaluation de cette réalité qu'est l'entreprise. En tout cas, je serais heureux de vous entendre sur cette question que je crois très importante aujourd'hui. On le sait pour les raisons écologiques, mais on le sent aussi pour les questions qui touchent à notre mode de vie, à notre humanité. Je n'ai pas besoin de trop développer devant vous combien les choix stratégiques et techniques que font les fabricants d'ordinateurs ou tous ceux qui animent le monde numérique, enfin les conséquences que cela peut avoir sur l'avenir, le devenir de notre humanité. Au total, je voudrais proposer, ou il me semble en tout cas que la doctrine sociale de l'Église invite à considérer que la vie sociale, économique et politique doit permettre, ou devrait permettre, à tout être humain d'exercer sa responsabilité d'être un être humain, justement.
Et de ce point de vue-là, dans les activités caritatives, qu'on appelle habituellement caritatives, nous avons ces dernières années connu une certaine évolution qui est intéressante. On s'est rendu compte, je crois qu'on comprend mieux aujourd'hui, que dans la mise en œuvre de la charité, il ne suffit pas que les gens bien dotés viennent au secours des gens moins bien dotés, mais il faut aussi que les gens bien dotés acceptent d'apprendre quelque chose, mais qui est évidemment d'un autre ordre, des gens moins bien dotés. C'est vrai des personnes handicapées ou ayant un handicap, c'est vrai des pauvres socialement, c'est vrai de toutes sortes de causes de vulnérabilité ou de fragilité ou de précarité qui peuvent marquer les personnes humaines. Comment est-ce que dans l'amitié, enfin en tout cas, comment est-ce que dans la vie sociale, dans la vie politique et dans la vie économique, nous pouvons être capables, non pas seulement de partager des miettes plus importantes à ceux qui manquent, mais plus profondément encore de recevoir sur d'autres plans que celui de la production, de la diffusion, qui sont tout à fait nécessaires et éventuellement bienfaisants, mais sur d'autres plans, ce que les gens plus fragiles, les gens qui apparemment ont moins de contribution à la vie sociale, à la vie politique et à la vie économique, apportent quand même à la vie globale et à la réalité globale de l'humanité, à l'amitié qui peut exister entre les hommes. Voilà quelques questions avec lesquelles je vais maintenant, avec plaisir, comme vous, écouter les tables rondes qui vont se succéder. Je vous remercie de votre attention.